Prends tes affaires et disparais. C'est tout ce que j'ai dit. 7 mots. 7 mots qui avaient mis 5 ans à se former, 5 ans à traverser ma gorge, 5 ans à trouver le courage de sortir à voix haute. 7 mots que j'avais prononcés avec une calme absolue, debout dans l'entrée de mon propre appartement, mon manteau déjà boutonné jusqu'en haut, mon sac sur l'épaule, le taxi qui attendait en bas dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. Elle m'avait regardé comme si je venais de lui annoncer que la terre était plate. Ces yeux que je connaissais depuis 7 ans, ces yeux qui avaient appris à me mépriser si progressivement que je n'avais pas vu la transformation arriver. Ses yeux s'étaient écarquillés d'une stupéfaction que je n'avais pas anticipée. Elle s'était attendue à tout sauf à ça. Elle s'était attendue à ce que je pleure, à ce que je m'excuse, à ce que je dise « Oui, tu as raison, je vais faire mieux, donne-moi une chance ». C'est ce que j'avais fait pendant 5 ans. Ce matin-là, je n'avais plus envie de continuer. La veille au soir, elle avait dit, en présence de mon fils Julien, qui n'avait pas dit un mot, qui n'avait pas levé les yeux de son téléphone, elle avait dit « Tu ne sers à rien, vieille, la maison est sale et tu ne fais que dépenser de l'argent. » Elle avait dit ça avec cette voix qu'elle prenait depuis des mois, cette voix de quelqu'un qui est convaincu de son impunité totale, cette voix de quelqu'un qui a testé chaque limite et a découvert qu'il n'y en avait pas. Et moi, j'avais souri, un sourire fermé, que j'avais rentré vers l'intérieur. Et j'avais gardé ça pour moi, comme une graine qui germe dans le noir. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. Pas parce que je pleurais. J'avais fini de pleurer depuis longtemps. Parce que je réfléchissais, parce que je faisais le compte. Parce que je rangeais tout dans ma tête avec la précision d'une femme qui a passé 31 ans à tenir les livres de compte d'une PME dans le 12e arrondissement et qui sait exactement ce que valent les chiffres quand on les aligne correctement. Et le lendemain matin, à 7h20, j'avais appelé un taxi depuis mon téléphone. J'avais pris mon sac que j'avais préparé la veille, après qu'elle était allée dormir. Et quand elle était apparue dans le couloir, encore à moitié endormie, avec cet air de quelqu'un qui s'attend à trouver son café chaud et ses tartines prêtes, je lui avais dit les 7 mots, sans élever la voix, sans trembler, avec le sourire de quelqu'un qui vient enfin de prendre la bonne décision. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est comment j'en suis arrivée là, et surtout, ce qui s'est passé après, parce que l'histoire ne s'arrête pas à cette porte d'entrée. Elle commence vraiment là. Je m'appelle Marguerite Fontaine, j'ai 67 ans. J'ai travaillé pendant 31 ans comme comptable principal dans une société d'import-export du 12e arrondissement de Paris, près de la gare de Lyon. J'ai cotisé 162 trimestres à la sécurité sociale. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans avec une pension de 1 840 € net par mois, une mutuelle qui couvre 95% des soins et un appartement dans le 11e arrondissement, 82 mètres carrés, 3e étage, double exposition, parquet en chêne qui grince légèrement sous les fenêtres du salon, des cornuches au plafond qui témoignent du siècle passé, que j'avais acheté en 1989 pour 208 000 francs, soit environ 31 700 €, et qui en valait, au dernier estimatif que j'avais fait faire l'année d'avant, 475 000 €. Cet appartement, je l'avais payé seul. Mon mari Bernard était mort en 2004 d'une rupture d'anévrisme. Un jeudi matin de novembre, dans les toilettes de son bureau de Vincennes. Il avait 52 ans. Julien en avait 17. J'avais assumé seul la suite. Le crédit immobilier que nous remboursions ensemble, je l'avais soldé seul. L'éducation de Julien, ses études à Paris 3, son premier loyer dans le 19e arrondissement quand il avait voulu être indépendant, j'avais payé seul. Pas parce qu'on me l'avait demandé. Parce que c'était mon fils et que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Le problème, c'est que j'avais appliqué la même logique à des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs que moi. Julien avait rencontré Nadia Ferreira en 2015 lors d'un séminaire d'entreprise à Lyon. Elle avait 34 ans, lui en avait 28. Elle était chef de projet dans une boîte de conseil. Élancée, les cheveux noirs très lisses, une façon de parler qui donnait l'impression qu'elle avait toujours raison, même quand elle disait des choses parfaitement banales. Je me souviens du premier dîner où Julien l'avait amenée ici, dans cet appartement, novembre 2015. Il faisait un froid de loup dehors et j'avais préparé un pot-au-feu qui mijotait depuis le matin. Elle avait regardé l'appartement avec des yeux qui faisaient l'inventaire. Pas avec de l'admiration, avec de l'évaluation. Il y a une différence. Je l'avais senti tout de suite, cette différence. Quelque chose dans la façon dont elle avait posé son manteau sur le canapé sans demander où l'accrocher.
Dans la façon dont elle avait dit, en regardant le parquet, « C'est charmant, le vieux Paris », avec ce ton particulier de quelqu'un pour qui charmant est synonyme de dépassé. Dans la façon dont elle avait répondu à mes questions sur sa famille, avec des réponses courtes et closes, comme si mes questions étaient une formalité agaçante. Julien la regardait avec des yeux brillants. Je n'avais rien dit. Les premières années, j'avais cherché à me convaincre que j'exagérais. C'est ce qu'on fait quand on aime son fils. On se dit que ses perceptions sont peut-être faussées, que la belle-fille n'est pas obligée de vous aimer pour aimer votre fils, que les relations prennent du temps. Je lui avais offert des cadeaux réfléchis pour ses anniversaires. Je m'étais adaptée à ses horaires quand il venait dîner. J'avais appris à ne pas appeler Julien à n'importe quelle heure parce qu'elle m'avait dit, avec ce sourire froid, que ça le dérangeait dans son travail. J'avais rangé ma façon d'être dans une boîte de plus en plus petite pour tenir dans l'espace qu'elle m'autorisait à occuper. Mais, pour comprendre vraiment qui était Nadia Ferreira, il faut que je vous parle de là où elle venait. Pas parce que les origines excusent quoi que ce soit. Elles n'excusent rien. Mais parce que comprendre le mécanisme, c'est voir à quel point ce qu'elle a fait était conscient, délibéré, choisi. Nadia avait grandi à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, dans une famille où les apparences étaient une obsession et la vérité une faiblesse. Son père tenait un commerce de textile qui avait périclité quand elle avait 12 ans, et la chute avait été vécue comme une honte absolue, cachée aux voisins, niée dans les conversations du dimanche. Sa mère avait continué à s'habiller comme si de rien n'était, à inviter des gens à dîner pour montrer que tout allait bien, à mentir avec une aisance qui avait été, pour la petite Nadia, le premier modèle de comportement qu'elle avait absorbé. La vérité ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que les autres croient. Nadia avait été brillante à l'école, d'une brillance froide et compétitive, le genre de brillance qui ne cherche pas à apprendre mais à surpasser. Elle avait obtenu son master de management à Lyon 2 avec mention, et elle s'était construite une persona d'excellence professionnelle qui tenait très bien dans les réunions et s'effritait complètement dans le privé. Elle avait eu une relation longue avant Julien, avec un homme prénommé Stéphane, que j'avais rencontré plus tard dans des circonstances que je vous raconterai, et Stéphane m'avait décrit exactement le même schéma que j'avais vécu. L'isolement progressif. Le contrôle financier glissant. Le gaslighting qui commence par des remarques légères et finit par vous faire douter de votre propre mémoire. Elle avait un pattern. Pas une mauvaise passe. Un pattern. Et ce pattern, elle l'avait appliqué à mon fils avec une efficacité que j'aurais admirée si elle n'avait pas eu des cibles humaines. En 2017, Julien et Nadia s'étaient pacsés. J'aurais préféré un mariage, non par tradition, mais parce que le Pacs protège moins en cas de séparation. J'avais lu les textes, j'avais vérifié. Mais Julien m'avait dit que c'était leur choix et que je n'avais pas à m'en mêler. C'était la première fois que mon fils me parlait sur ce ton. Je n'avais pas reconnu la phrase. Mais j'avais reconnu le ton. C'était le sien, mais avec quelque chose d'autre dedans, quelque chose d'appris, une façon de couper court qui n'était pas dans sa nature à lui. C'est à ce moment-là que j'aurais dû commencer à noter. Je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu 2 ans de plus. La proposition de s'installer chez moi était venue de Nadia, formulée comme si c'était une générosité qu'elle me faisait. Il cherchait un appartement plus grand. Les loyers du 11e étaient hors de portée pour leur budget. Et l'appartement de Marguerite, elle ne m'appelait jamais « maman », jamais, toujours Marguerite, avec un détachement formel qui avait sa propre forme de violence. L'appartement de Marguerite avait de la place. Julien travaillait de plus en plus souvent en télétravail, ça ferait plaisir à sa mère d'avoir de la compagnie. Cette dernière phrase m'avait été transmise par Julien, pas dite par elle. Elle n'avait pas jugé utile de me parler directement de son projet. Elle l'avait formulé comme un fait accompli et laissé à mon fils le soin d'annoncer. J'avais dit oui, parce que je voulais voir mon fils plus souvent, parce que j'étais seule depuis que Bernard était mort et que le silence de l'appartement, certains soirs d'hiver, pesait d'un poids que je ne pouvais décrire à personne. Parce que je me disais que cohabiter nous rapprocherait, elle et moi. Je n'avais pas anticipé ce qui allait suivre. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, vous savez que ça ne commence jamais par quelque chose de gros. Ça commence par des détails. Des petits riens qui s'accumulent avec la discrétion du calcaire sur les pierres. Elle avait commencé par réorganiser ma cuisine. Pas me demander si je voulais bien qu'elle réorganise ma cuisine. Réorganiser directement, un samedi matin, pendant que j'étais sortie faire mon marché rue d'Aligre. J'étais rentrée avec mes 2 cabas, les poireaux,
le fromage de chèvre du monsieur de Bourgogne qui venait toutes les semaines, les clémentines que je prenais toujours dans ce stand-là parce qu'elles étaient parfaites. Et j'avais trouvé que mes placards avaient été entièrement vidés et remplis différemment. Mes casseroles n'étaient plus là où je les avais mises depuis 30 ans. Ma théière en faïence bleue que j'avais achetée à Quimper en 2002 était maintenant rangée en hauteur, inaccessible sans un tabouret. J'avais dit quelque chose à Julien. Il avait dit « Maman, c'est plus pratique comme ça, laisse-lui le temps de s'installer. » J'avais laissé. Puis elle avait commencé à commenter ma façon de faire le ménage. Pas directement, dans un premier temps, en soupirant devant le lavabo de la salle de bain, en passant un doigt sur l'étagère de la cuisine avec un air éloquent. Puis directement, quand elle avait estimé que son autorité était suffisamment installée pour se permettre d'être explicite. Tu laves le sol avec une serpillière qui n'est plus bonne depuis longtemps. Cette façon de passer l'aspirateur, ça ne fait rien du tout. Les vitres sont opaques, je ne comprends pas comment tu peux vivre avec ça. Je payais toutes les charges. Je payais l'électricité, le gaz, la téléphonie, le forfait Internet, la taxe d'ordures ménagères, les charges de copropriété. Je payais les courses, la plupart du temps, parce que Nadia avait une façon d'oublier systématiquement de rembourser sa part et que Julien, quand j'en parlais, devenait gêné et changeait de sujet. En 5 ans, j'avais calculé, avec mes fiches de compte que je tenais dans un cahier à spirale, un vieux cahier vert que j'avais sur mon bureau depuis toujours, j'avais calculé que j'avais contribué à leurs dépenses courantes pour un montant total de 87 300 €. Loyer 0, charge 0. Épicerie à ma charge dans les 3/4 des cas, sans jamais demander un centime. Pendant 5 ans, j'avais été la banque, sans être traitée comme une associée. Mais je vous parle des 5 ans dans leur ensemble, alors qu'en réalité, la dégradation avait été progressive. La première année avait été tendue mais supportable. La deuxième avait vu les premières humiliations publiques. La troisième, Nadia avait commencé à inviter ses amis à dîner ici, dans mon appartement, sans me demander la permission et parfois sans même me prévenir à l'avance. La quatrième, elle avait commencé à m'exclure des conversations quand il y avait de la visite. Je me retrouvais debout dans ma propre cuisine, à préparer les assiettes pendant qu'on riait au salon, et quand j'apportais le plat, on ne m'adressait pas la parole. La 5e année, elle avait arrêté de faire semblant. J'avais un groupe de marche le jeudi matin avec des femmes du quartier. Yvonne Marchand, que je connaissais depuis les années où nos enfants allaient à la même école primaire rue Keller, et Claudine Berthet, ancienne infirmière de la Pitié-Salpêtrière, avec qui j'avais sympathisé à la piscine municipale. Ce groupe du jeudi, c'était ma respiration de la semaine. On marchait jusqu'au but Chaumont, ou au Père-Lachaise selon la météo. On s'arrêtait au café, on parlait de tout et de rien avec cette liberté particulière des femmes qui n'ont rien à prouver les unes aux autres. Nadia avait commencé par des remarques sur mes absences du jeudi matin. Elle n'était pas directe, elle ne l'était jamais sur ces sujets-là. Elle disait des choses comme « C'est dommage que tu sois sorti ce matin, il y avait du linge à sortir du lave-linge » ou « Julien voulait qu'on déjeune tous les 3 et tu n'étais pas là ». Puis, elle avait dit à Julien, et Julien me l'avait répété, avec l'air de quelqu'un qui transmet un message sans l'approuver mais sans le désapprouver non plus, que mes sorties du jeudi n'étaient peut-être pas raisonnables vu mon âge et que ça la préoccupait que je marche autant seule en ville. J'avais 62 ans à l'époque. Je marchais 40 minutes sur terrain plat avec 2 femmes de 60 à 65 ans. Ce n'était pas une expédition au Kilimandjaro, mais le message était clair. Elle voulait me garder ici, disponible, utile et silencieuse. J'avais continué mes jeudis encore 1 an. Puis, progressivement, sans que je comprenne tout à fait comment, j'avais commencé à annuler. Il y avait toujours quelque chose. Un plombier qu'on attendait, un dîner à préparer, une démarche administrative qu'elle avait besoin que je fasse parce qu'elle travaillait. Et puis Yvonne avait dit, un soir où je l'avais appelée pour annuler encore, elle avait dit « Marguerite, tu sais que tu peux me parler ». Et j'avais dit que tout allait bien. Et je savais que je mentais. Ce qui est étrange avec le gaslighting, c'est qu'il ne ressemble pas à ce qu'on imagine. On s'imagine que quelqu'un vous dit que vous êtes folle, que vous avez mal vu, que vous avez mal entendu, de façon brutale et évidente. En réalité, c'est beaucoup plus subtil. Nadia ne m'avait jamais dit « tu es folle ». Elle m'avait dit, avec une patience condescendante qui était presque pire, « Marguerite, tu dramatises. C'est dans ta tête. Tu as toujours eu tendance à être un peu excessive. » Elle disait « tu as toujours été comme ça », ce qui présupposait qu'elle me connaissait depuis toujours,
qu'elle avait accès à une vérité sur moi que moi-même j'ignorais. Et parfois, quand on vous dit assez souvent que vos perceptions sont fausses, vous commencez à les questionner vous-même. Pas parce que vous êtes faible, parce que vous êtes humaine. Mais j'avais une ressource que Nadia avait sous-estimée. J'avais ma rigueur. 31 ans de comptabilité. 31 ans à noter, à vérifier, à croiser les chiffres, à garder les justificatifs, à ne jamais faire confiance à une impression quand on peut la documenter. Cette rigueur, je l'avais appliquée à ma propre vie sans m'en rendre compte. Le cahier vert que j'avais dans mon bureau depuis toujours, je l'avais d'abord utilisé pour noter les dépenses communes. Puis, au fil des mois, j'avais commencé à noter autre chose. Les dates, les phrases exactes, les témoins présents, les incidents, petits et grands, avec l'heure et le contexte. Ce n'était pas conscient au départ. C'était instinctif. Une femme de chiffres qui range automatiquement les événements dans des colonnes. Ce cahier vert allait devenir mon arme principale. L'incident du mois de mars 2022 avait été un tournant invisible. Nadia avait demandé à Julien de lui obtenir une procuration sur le compte bancaire joint qu'ils avaient ouvert depuis leur installation chez moi. Un compte sur lequel je virais régulièrement ma contribution aux dépenses communes. J'avais découvert l'existence de cette procuration par accident en trouvant un document que Julien avait oublié sur la table de la cuisine. J'avais lu. J'avais pris une photo avec mon téléphone. J'avais remis le document en place. Je n'en avais rien dit. Mais j'avais noté dans mon cahier vert 22 mars 2022, document de procuration bancaire signé par Julien Fontaine, autorisant Nadia Ferreira à disposer seule du compte commun numéro se terminant par 97. Témoin, aucun présent. Source, document physique photographié. Je n'avais pas encore de plan précis, mais je commençais à constituer quelque chose. L'été 2022 avait apporté une nouvelle humiliation que je n'avais pas vue venir. Nadia avait invité sa famille pour les grandes vacances, sa mère, sa sœur et le compagnon de sa sœur, et m'avait annoncé, 5 jours avant leur arrivée, que j'aurais peut-être plus à l'aise dans ma chambre pendant leur séjour. C'est-à-dire, reste dans ta chambre, dans mon propre appartement. J'avais regardé mon fils. Mon fils avait regardé par la fenêtre. Ce soir-là, j'avais appelé Yvonne, pas pour me plaindre, pour lui demander si je pouvais lui rendre visite le lendemain matin. Elle avait dit, bien sûr, « Viens, j'ai du café et des choses à te dire aussi. » Et quand j'étais arrivée dans son appartement du 18e arrondissement, au 3e étage d'un immeuble qui donnait sur les toits de Montmartre, avec le bruit lointain du Sacré-Cœur qui carillonnait quelque chose, j'avais enfin pleuré. Pas longtemps, mais honnêtement. Et Yvonne m'avait dit quelque chose que je n'avais pas oublié. Elle m'avait dit « Marguerite, une femme qui documente est une femme qui se prépare. Continue à documenter. Et appelle quelqu'un de sérieux. » J'avais toujours considéré les avocats comme quelque chose pour les cas graves. Pour les divorces, les accidents, les affaires criminelles, pas pour les conflits familiaux. Mais ce que j'avais compris ce matin-là chez Yvonne, en regardant Paris par la fenêtre de son salon, c'est que ce qui m'arrivait était grave. Pas violent physiquement, pas criminel au sens spectaculaire du terme. Mais grave dans le sens où mon patrimoine, ma dignité et ma liberté étaient en jeu simultanément. J'étais rentrée. J'avais souri à la famille de Nadia qui occupait mon salon. J'avais préparé du café pour tout le monde. Et le lendemain matin, j'avais cherché sur Internet le nom de maître Sophie Andrieux, avocate spécialisée en droit de la famille et droit des personnes âgées, dont j'avais vu le nom dans une association de quartier quelques mois auparavant. Elle m'avait reçue dans son cabinet du 9e arrondissement, un mardi après-midi de septembre. Le bureau était petit mais orderly, avec des piles de dossiers qui avaient l'air d'être précisément où elles devaient être. Elle avait des lunettes rondes, des cheveux grisonnants courts et une façon d'écouter sans interrompre que j'avais appréciée immédiatement. J'avais posé mon cahier vert sur son bureau. Elle l'avait feuilleté en silence pendant plusieurs minutes. Puis elle avait levé les yeux et m'avait dit « Madame Fontaine, vous avez fait un travail excellent. Maintenant, continuons ensemble. » Cette phrase avait changé quelque chose dans ma poitrine. Pas un soulagement, pas encore, mais la première sensation, depuis longtemps, que je n'étais pas seule dans cette salle. Maître Andrieux avait commencé par m'expliquer ma situation légale avec une précision que j'avais trouvée à la fois rassurante et effrayante. L'appartement était entièrement à mon nom, sans aucune copropriété. Cela avait été sa première question. Oui, entièrement à mon nom, acheté seul après le décès de Bernard, avec mes propres fonds. Julien et Nadia n'avaient aucun droit légal sur ce bien.
Mais si Nadia ou Julien avaient tenté de faire valoir une quelconque contribution aux charges comme preuve d'une participation à la valeur du bien, ce qui pouvait être plaidé dans certaines configurations juridiques créatives, cela pouvait créer des complications. Il fallait sécuriser. Elle m'avait conseillé plusieurs actions immédiates. D'abord, documenter formellement mes contributions aux charges via un relevé de compte annuel certifié pour établir clairement que j'étais propriétaire et que les occupants étaient à titre gratuit. Ensuite, vérifier qu'aucun document n'avait été signé à mon nom à mon insu. La procuration bancaire que j'avais photographiée ne concernait pas mes propres comptes, mais il fallait vérifier. Enfin, contacter mon notaire, Maître Leroux, qui avait géré l'achat de l'appartement en 1989 et qui connaissait le dossier depuis le début, pour faire le point sur mes dispositions testamentaires. J'avais noté tout ça dans le cahier vert, puis j'avais ajouté une deuxième colonne à mes notes, les actions que je prenais. Le mois de novembre 2022 avait apporté la première confrontation sérieuse, pas provoquée par moi, provoquée par Nadia, qui avait décidé que le moment était venu de parler de l'avenir de l'appartement. Elle avait attendu un dimanche soir, quand tout le monde était fatigué et que les défenses sont plus basses. Julien était sur le canapé, j'étais dans le fauteuil avec mon livre. Elle était entrée dans le salon, avec 2 verres de vin, et elle avait dit, avec son ton de directrice de réunion, « Il faut qu'on parle de choses importantes ». Ce qui avait suivi avait duré 1h30. Elle avait parlé d'efficacité patrimoniale, d'optimisation fiscale, du fait que l'appartement, qui représentait un actif considérable, gagnerait à être structuré différemment. Elle avait utilisé l'expression SCI familiale avec une fluidité qui m'avait indiqué qu'elle avait préparé ce discours depuis un moment. Une société civile immobilière où l'appartement serait apporté, dont Julien détiendrait 49% des parts, et elle-même 25%, et moi 26%. Ce qui, en pratique, m'aurait retiré le contrôle de mon propre bien, parce qu'une SCI fonctionne à la majorité des parts et que la coalition Julien-Nadia représentait 74%. Elle avait présenté ça comme une aide, comme quelque chose qu'elle faisait pour moi, pour protéger mon patrimoine de la succession. Julien avait acquiescé plusieurs fois. Il n'avait pas les yeux brillants comme au début. Il avait les yeux de quelqu'un qui a appris à ne pas contredire. J'avais écouté jusqu'au bout, puis j'avais dit, avec une calme que j'avais travaillée pendant des semaines sans le savoir, « J'ai besoin d'y réfléchir. Prends le temps », avait dit Nadia, avec ce sourire de quelqu'un qui est sûr d'avoir déjà gagné. Le lendemain matin, j'avais appelé Maître Andrieux pour lui raconter la conversation. Elle m'avait dit « Ne signez rien, jamais », et commencez à préparer la sortie. La sortie. Je n'avais pas utilisé ce mot-là. Elle venait de me le donner, et il avait sonné juste immédiatement. Je vais vous dire ce que j'avais compris à ce moment-là, au terme de ces premières semaines de travail avec Maître Andrieux. J'avais compris que Nadia ne travaillait pas seule. Pas au sens d'une conspiration élaborée avec complices multiples, rien d'aussi spectaculaire. Mais elle travaillait avec la complicité de mon fils. Une complicité qui n'était pas forcément entièrement consciente de sa part, mais qui était réelle et documentable. Julien avait signé des documents sans les lire correctement. Julien avait répété à Nadia des informations que je lui avais confiées dans des conversations privées. Julien avait été présent lors d'incidents dont il aurait dû, me défendre, et il n'avait pas dit un mot. Mon fils n'était pas un monstre. Il était quelqu'un qui avait fait des choix, et ces choix avaient des conséquences. Je n'avais pas encore décidé de ce que seraient ces conséquences, mais je savais déjà que mon fils ne pourrait pas sortir de cette histoire les mains propres. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et que quelque chose dans ce que je vous décris vous semble familier, je vous demande de rester avec moi. Parce que la partie la plus importante de cette histoire, ce n'est pas ce qu'on m'a fait. C'est ce que j'ai fait en retour. Likez cette vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, c'est quelque chose que personne ne vous a peut-être encore expliqué avec cette clarté-là. Que la justice n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on construit. La période qui a suivi, de décembre 2022 à octobre 2023, avait été la plus longue de ma vie. Pas la plus difficile, la plus longue au sens où chaque semaine portait le poids de tout ce qui s'accumulait, de tout ce que je voyais et ne montrais pas, de tout ce que je notais et rangeais dans le cahier vert qui était devenu épais comme un roman. Nadia avait intensifié sa campagne sur la SCI. Elle l'avait mentionné à plusieurs reprises, toujours sur le ton de quelqu'un qui vous fait une faveur. Elle avait fait venir un ami à elle,
présenté comme conseiller patrimonial, que j'avais vérifié par la suite et qui n'était pas inscrit à l'ORIAS, le registre officiel des intermédiaires financiers en France, ce qui était une irrégularité en soi, qui était venu prendre le café dans mon appartement et m'avait parlé pendant 40 minutes d'avantages fiscaux et d'abattements successoraux avec des chiffres que j'avais notés soigneusement et que maître Andrieux avait ensuite démontés un par un. Le projet de SCI, tel que Nadia l'avait structuré avec son ami conseiller, avait un défaut central que je n'aurais peut-être pas vu si je n'avais pas eu une avocate. Les statuts prévoyaient que la gérance de la SCI serait assurée par Julien, avec délégation possible à Nadia, ce qui, en pratique, signifiait que dès la création de la société, c'est elle qui gérerait. Et les statuts prévoyaient également que les décisions de cession ou de location du bien immobilier nécessitaient l'accord de la majorité des parts, donc 74%, donc E2. Je n'aurais plus eu aucun pouvoir sur mon propre appartement. J'aurais été actionnaire minoritaire dans ma propre maison. J'avais photocopié les statuts que Nadia avait laissés sur la table. Elle ne faisait jamais attention à ce qu'elle laissait traîner chez moi, parce qu'elle avait fini par ne plus me considérer comme une présence réelle dans cet espace, et je les avais apportés à maître Andrieux. Elle les avait lus et m'avait dit « c'est précisément ce que je pensais ». N'en signez jamais rien. En mars 2023, quelque chose de nouveau était apparu. J'avais reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Une voix d'homme, posée, légèrement hésitante. Il s'appelait Stéphane Maury. Il avait été en couple avec Nadia pendant 4 ans, de 2009 à 2013. Il avait eu mon numéro par une amie commune, Claudine Berthet, mon amie de la piscine, qui connaissait une femme qui avait connu Stéphane dans un contexte associatif. Le monde est petit, parfois, d'une façon providentielle. Stéphane m'avait raconté une histoire que j'aurais pu raconter moi-même. L'isolement progressif de sa famille à lui. La façon dont Nadia avait pris le contrôle des finances du couple avec des arguments d'efficacité qui semblaient raisonnables. La façon dont elle avait tenté, en fin de relation, de faire valoir une contribution à l'appartement qu'il possédait, alors qu'elle n'avait jamais participé au financement. La façon dont elle l'avait accusé, quand il avait voulu rompre, de comportements dont il était innocent, avec des détails suffisamment précis pour être crédibles et suffisamment vagues pour être invérifiables. Nous avions parlé pendant 2 heures. À la fin de la conversation, Stéphane avait dit « Si vous avez besoin que je témoigne de quelque façon que ce soit, je suis disponible. » J'avais noté son nom, son adresse, son numéro de téléphone dans le cahier vert avec la date, 17 mars 2023. J'avais un témoin de Pattern. Les mois d'été 2023 avaient été d'une dureté particulière. La chaleur parisienne de juillet et août dans un appartement sans climatisation, avec 2 personnes qui vous traitent comme un meuble, avait quelque chose de suffocant qui allait au-delà du physique. Nadia avait commencé à ne plus se retenir du tout. Elle commentait la façon dont je rangeais mes propres affaires. Elle critiquait mes menus quand je cuisinais. Elle s'était mise à inviter des collègues sans me prévenir et à me présenter comme si j'étais la femme de ménage, pas la propriétaire. Une fois, une seule, mais je me souviens exactement de la lumière dans le salon. Une lumière de 5 heures de l'après-midi en juillet, qui rendait tout doré et faux à la fois. Elle m'avait dit, devant 2 de ses amis dont je ne connaissais pas les noms, que j'étais un peu perdue depuis que je n'avais plus le travail pour me structurer. J'avais 66 ans. J'avais arrêté de travailler parce que j'avais cotisé 162 trimestres et que j'avais le droit à une retraite complète. Pas parce que j'étais perdue. Julien était là. Il avait regardé le mur. Ce soir-là, j'avais attendu que tout le monde soit endormi. J'étais allée dans la cuisine, je m'étais préparé un tilleul, l'odeur des fleurs séchées dans la boîte en métal bleu que j'avais depuis toujours, une odeur de campagne et de calme. Et j'avais pris mon cahier vert et j'avais relu tout ce que j'y avais écrit depuis 1 an. Puis j'avais pris une feuille blanche et j'avais écrit, à la main, une liste de ce que je voulais comme résultat final. Pas comme vengeance, comme objectif. La différence est importante. Premier objectif, récupérer mon appartement entièrement et librement, sans aucune dette émotionnelle ou juridique, envers Julien et Nadia. Deuxième objectif, documenter et faire reconnaître légalement le préjudice subi. Troisième objectif, partir sans les laisser terminer ce qu'ils avaient commencé. Quatrième objectif, ne jamais leur devoir de compte-rendu sur ma vie après. Je n'avais rien écrit sur le pardon. Ce n'était pas dans mes objectifs. Ce n'était pas quelque chose que je devais à qui que ce soit. J'avais appelé maître Andrieux le lendemain matin.
Je lui avais dit que j'étais prête à passer à l'étape suivante. Elle m'avait demandé si j'avais tout ce dont nous avions parlé. J'avais dit oui. Elle m'avait dit « alors on commence ». La préparation avait pris 3 mois supplémentaires. 3 mois pendant lesquels j'avais continué à sourire, à préparer le café, à payer les charges, à laisser Nadia croire que j'étais la même femme qu'avant. Pendant ce temps, en dehors de ces murs, les pièces s'emboîtaient. Maître Andrieux avait identifié plusieurs éléments exploitables. D'abord, l'occupation à titre gratuit, sans convention écrite. Julien et Nadia occupaient mon appartement sans payer de loyer ni avoir signé aucun document formalisant les conditions de cet hébergement. En droit français, cela les rendait occupants sans titre, sans aucun droit de maintien dans les lieux dès lors que je souhaitais mettre fin à l'occupation. Deuxièmement, la question des remboursements de charges, j'avais la preuve documentée, via mes relevés de compte du Crédit Agricole, que j'avais payé la quasi-totalité des charges pendant 5 ans pour un montant total de 87 300 €, sans convention de partage formalisée. Ce montant pouvait faire l'objet d'une demande de remboursement partiel. Troisièmement, la tentative de création d'une SCI avec un conseiller non habilité constituait une irrégularité susceptible de signalement. Mais ce qui avait fait basculer définitivement la situation, c'était ce que Maître Andrieux avait découvert en creusant les antécédents professionnels de Nadia. Elle avait fait appel à un cabinet de recherche spécialisé, légal, discret, efficace, qui avait remonté la trace d'une procédure prud'homale que Nadia avait perdue en 2018 contre son ancien employeur. Une procédure où elle était accusée d'avoir présenté à son employeur des justificatifs de frais falsifiés, des factures modifiées pour des montants supérieurs aux originaux, pour un total de 4 200 € sur 2 ans. L'affaire avait été réglée à l'amiable, discrètement, mais les documents du Conseil de prud'homme étaient publics. Il avait suffi de savoir chercher. Nadia avait un antécédent documenté de manipulation financière. Quand Maître Andrieux m'avait lu ce passage au téléphone, j'avais eu un silence de quelques secondes, puis j'avais dit « D'accord, on sait ce qu'on fait ». Yvonne était la seule personne à qui j'avais raconté tout ça en temps réel, au fur et à mesure. Nos jeudis avaient repris, prudemment, sans que je provoque de conflit avec Nadia, en disant simplement que j'avais un rendez-vous médical le jeudi matin. Une invention que personne ne challengeait parce qu'on n'interroge pas une femme de 66 ans sur ses rendez-vous médicaux. Yvonne avait dit, lors d'un de ces jeudis de septembre, alors qu'on était assises dans un café de la rue de la Roquette, avec nos cafés allongés devant nous, « Tu sais que quand tout ça sera fini, tu vas avoir besoin d'un endroit où aller immédiatement. » J'avais dit oui, j'y avais pensé. Elle avait dit « Ma sœur a un appartement dans le 15e qu'elle loue, il est libre depuis 1 mois, si tu veux je peux appeler. » J'avais dit « Appelle ». Le studio dans le 15e arrondissement, 38 mètres carrés, rue de Lourmel, au 2e étage avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure plantée d'un paulownia, était propre, calme et entièrement neutre. 1 080 € par mois, charges comprises. J'avais signé le bail le 15 septembre 2023. Je n'en avais rien dit à personne chez moi. J'avais commencé à transférer discrètement des affaires personnelles. Pas en faisant des cartons, rien d'aussi visible. Des petites choses, un sac à la fois, lors de mes sorties quotidiennes. La théière bleue de Quimper que j'avais déplacée hors d'atteinte, elle était remontée dans ma chambre depuis longtemps. Mon cahier vert et les copies de tous les documents, bien sûr. Les photos de Bernard, la montre de ma mère, quelques vêtements, le carnet de chèques. Maître Andrieux m'avait également conseillé de modifier mes dispositions testamentaires. Je m'étais rendu chez Maître Leroux, mon notaire, le 1er octobre 2023. Il me connaissait depuis l'achat de l'appartement. Il connaissait l'histoire du lieu. Il avait écouté l'essentiel de ce que j'avais à lui dire. Puis il avait dit, avec le flegme particulier d'un notaire qui en a vu d'autres, « Madame Fontaine, vous avez bien fait de venir, et faisons les choses dans l'ordre. Mon testament avait été modifié. Julien restait héritier réservataire. La loi française ne me permettait pas de l'écarter totalement, et je n'avais de toute façon pas de raison de lui souhaiter la misère pour le restant de ses jours. Mais les dispositions que j'avais prises lors de mes années d'aveuglement, qui lui auraient donné un accès facilité à l'appartement avant mon décès via une clause spécifique, avaient été supprimées. La quotité disponible était réorientée vers une association de défense des droits des femmes âgées que j'avais découverte lors de mes recherches. L'appartement, en cas de décès,
ne pouvait être cédée dans un délai de 5 ans suivant mon décès, une clause de gel qui compliquait considérablement tout calcul opportuniste. Maître Leroux avait aussi noté, pour le dossier, que mon état mental était parfaitement lucide et ma capacité juridique entière. Un constat factuel, mais utile si jamais quelqu'un essayait un jour de contester mes actes en invoquant une fragilité que je n'avais pas. Le soir du 28 octobre 2023, Nadia était rentrée plus tôt que prévu d'une réunion. Elle était d'humeur froide, tendue, le genre d'humeur qui cherche une cible. Elle avait trouvé la cuisine dans un état qui ne lui convenait pas. Je venais de préparer un pot-au-feu dont le parfum remplissait tout l'appartement, bouquets garnis, carottes, poireaux, os à moelle, et elle s'était mise à critiquer l'état de la table, du plan de travail, puis de l'appartement en général. Puis elle m'avait dit ça, ce que je vous ai dit au début. Tu ne sers à rien, vieille, la maison est sale et tu ne fais que dépenser de l'argent. Julien était assis dans le salon. Il avait entendu. Il n'avait pas levé les yeux. J'avais souri, fermé les yeux une seconde et rangé cette phrase dans la colonne des preuves finales. Cette nuit-là, j'avais dormi 4 heures. Pas d'insomnie. J'avais travaillé. J'avais relu mes listes. J'avais vérifié que tout était en place. J'avais envoyé un message à Maître Andrieux pour lui dire que le lendemain matin serait le jour. Elle avait répondu en 20 minutes « Je suis prête, tout est prêt, bon courage ». À 6 heures du matin, j'étais levée. J'avais pris ma douche, m'étais habillée soigneusement, mon manteau gris, mon sac en cuir noir, les escarpins marrons que je mettais pour les occasions importantes. J'avais mangé une tartine avec de la confiture de Mirabelle que j'avais achetée au marché d'Aligre, bu mon café lentement, debout contre le plan de travail de la cuisine de mon appartement. Puis j'avais appelé le taxi depuis l'application. Quand Nadia était apparue dans le couloir, les yeux encore mi-clos, en pyjama, s'attendant à trouver son café et le silence habituel de quelqu'un qui a capitulé, j'avais dit 7 mots. « Prends tes affaires et disparais ». Elle avait dit « Quoi ?» J'avais ouvert la porte de l'appartement et je m'étais retournée une dernière fois vers elle. J'avais dit « L'huissier de justice que j'ai mandaté passera cet après-midi à 14 heures pour faire un état des lieux contradictoire et constater l'état de l'appartement. Mon avocate, Maître Andrieux du cabinet rue de la Chaussée-d'Antin, a envoyé ce matin par lettre recommandée, avec accusé de réception, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours. Je vous invite à prendre connaissance de ce document quand il arrivera. Il contient également un récapitulatif des sommes que vous me devez, calculé par mon comptable et vérifié par mon avocate. Puis j'avais regardé Nadia dans les yeux, ses yeux écarquillés de quelqu'un dont le monde vient de se fissurer, et j'avais ajouté, très doucement, « Et transmets à mon fils que s'il a quelque chose à me dire, il sait comment me contacter. Mais je ne serai pas ici. Le taxi m'attendait. J'avais pris mon sac. J'avais fermé la porte. Je n'avais pas regardé en arrière. Dans le taxi qui traversait Paris vers le 15e arrondissement, j'avais regardé la ville dehors. Il faisait un froid vif de fin octobre. Le ciel était blanc uniforme au-dessus des toits. Les platanes du boulevard avaient encore quelques feuilles dorées qui résistaient. J'avais pensé à Bernard. Je lui avais dit mentalement « Tu vois, j'ai fini par comprendre. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris. » Le studio de la rue de Lourmel sentait le propre et le neuf. Une peinture récente, un parquet ciré, l'absence de toute présence humaine autre que la mienne. J'avais posé mon sac sur la chaise. J'avais ouvert la fenêtre qui donnait sur le Polonia. J'avais entendu les voix du quartier, un enfant qui criait quelque chose de joyeux dans la cour, une radio quelque part qui passait du jazz. J'avais respiré. Ce que j'avais senti à ce moment-là n'était pas de la victoire. Pas encore. C'était quelque chose de plus simple et de plus précieux, de l'air. Les 15 jours qui avaient suivi avaient été, du côté de l'appartement du 11e arrondissement, exactement ce que Maître Andrieux avait prévu. L'huissier de justice, Maître Renard, s'était présenté le 29 octobre à 14 heures précises. Nadia avait refusé d'ouvrir dans un premier temps. Maître Renard avait constaté ce refus officiellement, ce qui constituait un élément supplémentaire dans le dossier. Julien, qui avait été alerté par Nadia dans la matinée et était rentré d'urgence de son bureau de la Défense, avait finalement ouvert la porte après 30 minutes. L'état des lieux avait été fait. Le constat avait été signé par toutes les parties. Il documentait l'état de l'appartement, propre, en bon état général, conforme à ce qu'il était avant leur installation, contrairement à ce que Nadia avait prétendu la veille, et notait la présence des 2 occupants. La lettre recommandée de Maître Andrieux
était arrivé le 30 octobre. Nadia l'avait signé en accusé de réception. Elle ne pouvait plus dire qu'elle ne savait pas. Dans les heures qui avaient suivi la réception de la lettre, Nadia avait commencé à appeler des gens. J'avais eu des échos de cette campagne téléphonique via Yvonne, qui connaissait des gens qui connaissèrent des gens, et via Claudine, qui avait reçu un appel d'une femme de ma famille que j'avais perdue de vue depuis des années et que Nadia avait contactée pour lui raconter sa version des faits. Sa version présentait une belle-mère instable, ingrate de leur présence et de leur aide, qui avait eu un coup de folie sénile et mise à la porte des enfants qui lui voulèrent du bien. Maître Andrieux m'avait appelé pour me prévenir que cette campagne de désinformation était prévisible et que nous ne devions pas y répondre directement. Les faits répondaient pour eux-mêmes. Les faits avec les dates, les montants, les documents signés, les relevés de compte. Julien avait essayé de m'appeler 5 fois dans les premiers jours. Je n'avais pas décroché. Il avait laissé 2 messages vocaux. Dans le premier, il disait « Maman, il faut qu'on parle, c'est ridicule, rappelle-moi ». Dans le second, sa voix avait changé. Il y avait quelque chose dedans que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Pas de la tendresse, mais quelque chose d'adjacent à la peur. Il disait « Maman, Maître Andrieux nous a envoyé des documents qui parlent de remboursement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On peut parler s'il te plaît. » Je n'avais pas rappelé. La mise en demeure avait produit ses effets légaux. Nadia et Julien avaient quitté l'appartement dans le délai imparti. 14 jours, 2 de moins que ce qui était légalement requis. Ils avaient repris leurs affaires. Maître Renard avait fait un deuxième constat à leur départ. L'appartement était intact. Les clés avaient été remises à Maître Andrieux en mon nom. Pendant ce temps, le dossier de fonds avançait. Maître Andrieux avait préparé une demande en remboursement de charges et de contributions financières non compensées, fondée sur les 87 300 € que j'avais documentés dans mon cahier vert et que mes relevés de compte du Crédit Agricole confirmaient euro par euro. Elle avait également préparé une plainte pour abus de confiance, un délit spécifique prévu à l'article 385 du Code pénal français, concernant la tentative de création d'une SCI avec des statuts délibérément déséquilibrés présentés à une personne âgée sans qu'elle soit informée des implications réelles. La tentative avait échoué, mais la tentative elle-même était documentable et plaignante. Le dossier contenait le cahier vert, les relevés de compte, les photos des documents de SCI, le témoignage de Stéphane Maury sur le pattern de Nadia, l'antécédent prud'homal de 2018, les messages vocaux de Julien qui mentionnaient implicitement les documents, les constats de Maître Renard, les lettres recommandées avec accusé de réception signée. C'était beaucoup, c'était précis, c'était daté. Maître Andrieux m'avait dit, lors de notre réunion de novembre, où elle avait posé tout le dossier sur son bureau et où j'avais vu pour la première fois l'ensemble assemblé, elle m'avait dit « Madame Fontaine, vous avez fait le travail d'une avocate. Je n'ai eu qu'à mettre les formes juridiques sur ce que vous aviez déjà construit. J'avais pensé à mes 31 ans de comptabilité. J'avais pensé que ce n'était pas par hasard. » L'audience au tribunal judiciaire de Paris avait été fixée au 18 février 2024. La salle sentait le papier vieux et le bois ciré, une odeur que je connaissais depuis que j'étais petite fille et que mon père, qui avait eu un litige foncier en Normandie, m'avait emmené au tribunal pour la première fois à l'âge de 9 ans. Je m'étais souvenu de ça en m'asseyant aux côtés de Maître Andrieux. J'avais porté mon tailleur bleu marine, celui que je gardais depuis des années pour les occasions qui méritent d'être prises au sérieux. Nadia était arrivée avec un avocat que je ne connaissais pas, un homme jeune en costume gris qui avait l'air confiant d'une façon un peu trop affichée. Julien n'était pas dans la salle. Il n'était pas directement parti à la procédure principale, mais ses actes l'avaient conduit à une situation connexe que je vous décrirai dans un moment. Maître Andrieux avait présenté le dossier avec une précision qui m'avait émue, et je ne suis pas quelqu'un qu'on émeut facilement. Chaque document était numéroté, chaque fait était daté, chaque montant était sourcé. Elle avait dit, en posant le cahier vert sur la table avec les copies certifiées conformes que j'en avais faites, « Ce cahier est le journal de bord d'une femme qui a su documenter ce qu'elle vivait parce qu'elle avait la lucidité de comprendre que les mots sans preuve ne valent rien devant un tribunal. Ces preuves valent. » L'avocat de Nadia avait tenté de faire valoir que les contributions financières de ma cliente étaient des dépenses volontaires d'une mère envers son fils, sans aucune obligation de remboursement. Maître Andrieux avait répondu que les contributions à des charges communes d'un logement occupé à titre gratuit
sans convention écrite, ne constituent pas un don présumé dès lors qu'elles excèdent la contribution normale d'un propriétaire à l'entretien de son propre bien et que les montants documentés, 87 300 € sur 60 mois, dépassaient très significativement ce seuil. Elle avait ensuite présenté le dossier de la tentative de SCI avec les statuts, la qualité non habilitée du conseiller patrimonial qui les avait rédigés et le témoignage écrit de Stéphane Maury. Elle avait mentionné l'antécédent prud'homal de 2018. L'avocat de Nadia avait essayé d'objecter que ces éléments étaient sans rapport avec la procédure en cours. Le président avait écouté poliment, puis avait dit qu'il les intégrait dans sa lecture du contexte relationnel et de l'état d'esprit dans lequel les actes litigieux avaient été posés. Nadia, pendant toute l'audience, avait gardé les yeux devant elle. Le masque était là, cette même réserve froide qui me l'avait rendue insaisissable pendant des années. Mais j'avais vu, à un moment, quand Maître Andrieux avait cité le montant exact des remboursements demandés, 42 000 € représentant la contribution excédentaire documentée, hors loyer, j'avais vu le masque se fissurer d'1 millimètre, juste 1 millimètre. Ses mâchoires s'étaient légèrement serrées. Ses mains, posées à plat sur la table, avaient bougé imperceptiblement. Elle avait compris. Ce qui avait suivi l'audience, c'est ce que Julien avait vécu en parallèle. Mon fils avait été contacté par Maître Andrieux dans le cadre d'une demande de clarification sur les documents de SCI qu'il avait partiellement signés. La signature de Julien apparaissait sur un document préliminaire d'intention, pas les statuts finaux qui n'avaient jamais été signés par moi, mais ce document suffisait à l'associer à une démarche que son avocate qualifiait prudemment de tentative avortée. Maître Andrieux n'avait pas lancé de procédure contre Julien directement. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif était de lui faire comprendre clairement l'étendue de ce à quoi sa complicité passive et active l'avait exposé. Julien avait reçu une lettre de Maître Andrieux, pas une assignation, une lettre explicative avec copie du dossier pertinent le concernant. Il avait appelé Maître Andrieux le lendemain. Elle m'avait rapporté l'essentiel de cet échange. Mon fils avait pleuré. Pas beaucoup, mais il avait pleuré. Il m'avait envoyé un message, un long message, le genre de message qu'on écrit et réécrit 10 fois avant de l'envoyer. Il disait des choses vraies, probablement. Il disait qu'il avait fermé les yeux parce qu'il avait peur de la perdre, elle, et qu'il avait sacrifié quelque chose d'essentiel en faisant ça. Il disait qu'il comprenait. Il disait qu'il était désolé. Je l'avais lu. Je l'avais relu. Puis j'avais posé mon téléphone sur la table de la cuisine du studio de la rue de Lourmel, et j'avais regardé par la fenêtre le Paulownia qui avait perdu ses dernières feuilles et dont les branches nues dessinaient quelque chose de propre contre le ciel blanc de février. Je ne lui avais pas répondu. Ce n'était pas de la cruauté. C'était quelque chose de plus précis. Mon fils avait eu, pendant 5 ans, de nombreuses occasions de dire un mot. Un seul mot, à n'importe lequel des moments où j'avais été humiliée en sa présence. Il n'en avait pas dit un. Le désolé, aussi sincère soit-il, ne réécrit pas ses 5 ans. Il les accompagne. Et je n'avais plus besoin qu'on accompagne quelque chose qui était derrière moi. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris avait été rendu le 22 avril 2024. Nadia Ferreira était condamnée à me verser 28 600 € au titre de la contribution excédentaire aux charges communes, après déduction des frais de vie qu'une juridiction équitable reconnaissait comme normaux dans un contexte de cohabitation. Elle était condamnée à payer les frais de procédure, soit 4 200 €. La plainte pour abus de confiance avait été transmise au parquet du tribunal correctionnel de Paris qui avait ouvert une enquête préliminaire. Une enquête qui ne se conclurait pas en quelques semaines, mais qui existait, documentée, dans les registres de la justice française. Le dossier prud'homal de 2018, ressorti dans le contexte de cette procédure, avait été signalé à son employeur actuel par une voie légale que Maître Andrieux avait utilisée avec précision. Nadia avait été convoquée par sa direction pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le conseiller patrimonial non inscrit à l'ORIAS avait été signalé à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Une procédure administrative avait été ouverte à son encontre. Quant à la réputation sociale de Nadia dans les cercles qu'elle fréquentait dans le 11e arrondissement, les amis avec qui elle dînait dans mon salon, les collègues qu'elle invitait dans mon appartement, les voisins de l'immeuble qui la voyaient passer chaque matin, les choses s'étaient faites naturellement, comme elles se font toujours, les gens avaient appris. Pas par moi. Je n'avais parlé à personne de tout ça.
mais les jugements de tribunal ne sont pas des documents privés. Et les voisins ont des mémoires longues. Madame Thibault, du 4e étage, qui avait toujours eu un regard scrutateur sur Nadia sans jamais me l'avoir dit explicitement, m'avait envoyé un mot manuscrit, 2 semaines après le jugement. Elle écrivait « Madame Fontaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez retrouvé votre tranquillité. Je pense à vous souvent. » Je n'avais pas répondu immédiatement, mais ce mot m'était allé droit au cœur. Julien avait appris les détails du jugement par l'avocat qu'il avait consulté après avoir reçu la lettre de maître Andrieux. Il avait compris l'étendue réelle de ce à quoi sa signature sur le document préliminaire de SCI l'avait exposé. Une exposition qui, dans les faits, n'avait pas abouti à une procédure contre lui, parce que ce n'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était qu'il comprenne. Et il avait compris. Des amis qu'il avait en commun avec moi, des gens que je connaissais depuis que Julien était enfant, dont Thierry Beaumont, qui avait été son parrain et qui m'appelait tous les premiers de l'an depuis la mort de Bernard, ces amis-là s'étaient progressivement mis à distance. Pas de façon théâtrale. Simplement, les invitations s'étaient espacées, les appels de parrain Thierry à Julien avaient diminué. Le monde social ne pardonne pas les trahisons envers les mères, particulièrement dans les générations qui ont vu les leurs travailler dur pour tout construire. Ce à quoi mon fils n'avait pas eu accès non plus, et c'était peut-être la conséquence la plus concrète de toutes, c'était l'appartement. La clause testamentaire révisée chez Maître Leroux, combinée aux dispositions patrimoniales que j'avais prises et aux protections supplémentaires sur la quotité disponible, avait rendu caduc tout calcul opportuniste qu'il aurait pu faire. La maison que je lui avais toujours imaginée comme une transmission naturelle, il allait devoir se battre légalement pour obtenir sa part réservataire, qui lui reviendrait. La loi est la loi, mais dans des conditions très différentes de ce qu'il avait peut-être espéré. Je ne lui souhaitais pas de souffrir. Je souhaitais que les choix aient des conséquences. C'est différent. J'habite maintenant dans un appartement de 62 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Mon appartement. Je suis rentrée chez moi en mai 2024, une fois les procédures terminées et les clés récupérées proprement. J'avais fait repeindre 2 pièces en blanc lumineux. J'avais réorganisé la cuisine à ma façon, celle que j'avais depuis 30 ans. La théière de Quimper est de retour sur le comptoir, là où elle a toujours été. Mes matins ont retrouvé leur forme. Je descends à la boulangerie de la rue de la Roquette à 7h30. Les croissants du mardi et du vendredi, la baguette tradition tous les jours. Patrick, le boulanger, qui me connaît depuis 20 ans, me demande comment je vais avec une chaleur simple et sincère qui me fait du bien. Je reviens, je prépare mon café allongé, je lis le journal. Pas de marche sur des œufs, pas de phrases pesées avant d'être dites. Juste ma cuisine, mon café, le bruit de la rue en dessous, le soleil qui entre par les fenêtres à angle sud-est à partir de 9h du matin. Le jeudi matin, j'ai retrouvé Yvonne et Claudine. Notre groupe de marche avait attendu, elles avaient attendu, fidèles, sans un reproche. On a recommencé par une marche courte au but Chaumont, un matin d'octobre. Et après on s'est assise dans le café qu'on aimait et on a bu nos cafés sans se dire grand-chose, parce qu'on n'avait pas besoin de se dire grand-chose. C'est ça, l'amitié qui dure. Je me suis inscrite à un atelier de peinture à l'aquarelle, le mercredi après-midi, dans une salle rue Oberkampf. Je n'avais pas peint depuis que mes enfants étaient petits. J'avais peint avec Julien dans la cuisine, des dimanches après-midi entiers quand il avait 6 ans et que la peinture lui coulait jusqu'au coude. J'avais perdu cette habitude quelque part en route. Je l'ai retrouvée. Je ne suis pas douée. Ça n'a aucune importance. J'ai revu Stéphane Maury 2 fois depuis la fin de la procédure. Pas pour parler de Nadia. Nous avions dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Pour parler d'autre chose. Il connaît bien la région des Landes et m'a conseillé des endroits à voir lors d'un voyage que je projetais. En mai, je suis partie 10 jours dans les Landes justement, et dans le Pays basque, seule, avec une voiture de location. J'avais dormi dans de petites chambres d'hôtes qui sentaient la cire et le bois. J'avais mangé du taureau à Saint-Jean-de-Luz, du gâteau basque à Espelette, du foie gras chaud à Orthez. J'avais marché le long de la côte, les jours de vent fort, avec la sensation physique de l'air sur le visage que je n'avais pas eue depuis des années. C'est une sensation simple. Mais quand on l'a perdue pendant trop longtemps, on comprend ce qu'elle vaut. Je pense parfois à Julien. Pas souvent. Pas avec la douleur que j'aurais cru. Il y a quelque chose qui ressemble à de la tristesse, quand j'y pense. La tristesse de ce que nous aurions pu avoir, pas de ce que nous avons eu, parce que ce que nous avons eu pendant ces 5 ans méritait d'être arrêté.
Ce n'est pas lui que j'ai perdu. C'est l'image que j'avais de lui, celle d'un homme qui ferait le bon choix quand il serait confronté au moment de vérité. Il n'a pas fait le bon choix. Ça, c'est réel, et je ne peux pas le défaire. Je ne l'attends pas. La porte n'est pas ouverte avec une lumière allumée et un café chaud pour le cas où il reviendrait. La porte est fermée, pas avec de la haine, mais avec la fermeté de quelqu'un qui sait ce qu'elle mérite et qui ne négocie plus là-dessus. Ma sœur Brigitte, qui vit à Rennes, est venue me voir en juillet. Énorme. On s'était perdu de vue pendant les années de l'appartement. Nadia avait trouvé le moyen de rendre chaque visite de Brigitte compliquée, et j'avais fini par arrêter de l'inviter pour éviter les frictions. Brigitte était arrivée avec une bouteille de muscadet et l'air de quelqu'un qui veut vérifier que sa sœur est entière. Je l'étais. On avait mangé ensemble dans la cuisine, des œufs mimosa que j'avais préparés et un poulet rôti qui avait embaumé l'appartement. On avait parlé jusqu'à minuit passé. Elle avait dormi dans la chambre d'amis, la même chambre qui avait été envahie pendant 5 ans. Brigitte m'avait dit « Je t'ai vu disparaître progressivement, comme une lampe qu'on baisse jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus la lumière. Et là, tu es revenu à pleine puissance. » J'avais souri, le genre de sourire qui arrive aux yeux. Ce que j'ai appris de tout ça, je vais vous le dire directement, pas avec des formules, avec ce que j'ai vécu. J'ai appris que la générosité sans limite n'est pas une vertu. C'est une vulnérabilité que certaines personnes reconnaissent immédiatement et exploitent méthodiquement. La générosité mérite d'aller vers des gens qui la reconnaissent et la respectent, pas vers des gens qui la tiennent pour acquise et qui la transforment en droit. J'ai appris que documenter, c'est se protéger, pas avec de la paranoïa, avec du sérieux, un relevé de compte, une date notée, une phrase répétée consignée. Ces petites choses qui semblent disproportionnées sur le moment deviennent, le moment venu, des fondations. Le droit français est précis. Il récompense la précision. Une femme qui sait dater et chiffrer ce qu'elle a subi parle la même langue que le tribunal. J'ai appris que l'amour filial n'est pas une exemption. Un enfant adulte qui choisit de regarder ailleurs pendant qu'on vous fait du mal a fait un choix. Ce choix a un nom, complicité passive au minimum. Et il a des conséquences. L'amour que j'ai pour Julien est réel. Mais l'amour n'oblige pas à l'impunité. Ce serait même l'inverse. Si je l'aimais moins, j'aurais peut-être moins besoin que ses actes aient du sens et des conséquences. J'ai appris que partir n'est pas perdre. Partir de son propre appartement dans le cadre d'une stratégie bien préparée est une forme de pouvoir, pas une défaite. Et revenir, 10 jours plus tard, avec un jugement dans le dossier et les clés dans la main, c'est une victoire que personne ne peut enlever. J'ai appris, enfin, que le pardon est optionnel, pas nécessaire à la liberté, pas nécessaire à la reconstruction, pas nécessaire à la joie. Il est possible de se sentir entièrement libre, entièrement vivante, entièrement en paix, sans avoir pardonné à ceux qui vous ont fait du mal. Le pardon appartient à ceux qui peuvent le donner sincèrement, quand ils le peuvent, si jamais ils le peuvent. Il n'est pas dû. Ce n'est pas une dette qu'on contracte en ayant souffert. J'ai 67 ans ce mois-ci. Ce matin, je me suis levée à 7 heures. J'ai ouvert la fenêtre du salon sur le ciel bleu de mars, un de ces bleus froids et précis qui n'arrivent qu'au printemps à Paris. Et j'ai senti l'air frais sur mon visage. Le boulanger avait mis des fleurs de mimosa dans sa vitrine depuis 2 jours. L'odeur arrive jusque dans la rue quand on passe devant. Petite, ma mère avait un mimosa dans le jardin de notre maison de Normandie. Et cette odeur est pour moi une de celles qui signifie que quelque chose de bon recommence. Quelque chose de bon a recommencé. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a aidé à surmonter une épreuve. Je suis quelqu'un qui a construit sa sortie, pièce par pièce, avec les outils qu'elle avait et ceux qu'elle a appris à utiliser. Je suis quelqu'un qui a fait confiance à un système légal qui fonctionne quand on sait s'en servir. Je suis quelqu'un qui a eu la chance d'avoir des alliés. Yvonne, Claudine, Maître Andrieux, Maître Leroux, des gens qui lui ont fait confiance en retour. Et je suis quelqu'un qui a dit 7 mots un matin de fin octobre, dans l'entrée de son propre appartement, avec son manteau boutonné et son taxi qui attendait. 7 mots qui avaient mis 5 ans à arriver, mais qui sont arrivés au bon moment. Ni trop tôt pour être préparés, ni trop tard pour qu'il soit trop tard. Si vous regardez cette vidéo et que quelque chose dans ce que je vous ai raconté résonne en vous, si vous reconnaissez un coin de votre propre histoire dans ce que j'ai décrit, je veux que vous sachiez une seule chose. Les outils existent. Le droit français existe. Les tribunaux fonctionnent. Les notaires connaissent leur travail.
Les avocates spécialisées en droit de la famille et en droit des personnes âgées savent exactement comment construire ce que vous avez besoin de construire. Vous n'avez pas besoin de pardonner pour aller mieux. Vous n'avez pas besoin de réconciliation pour avoir la paix. Vous avez besoin de décision, de préparation et du courage de dire 7 mots au bon moment. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Écrivez-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quelle région vous venez. Je lis tout. Et si vous traversez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres femmes ont construit leur sortie. D'autres femmes sont revenues chez elles, clé en main, sans demander la permission. La dignité n'est pas quelque chose qu'on vous rend, c'est quelque chose que vous reprenez. Et quand vous la reprenez, vous ne la rendez plus jamais.